toutes, bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va parler de mes pires lectures de 2017. Pourquoi? Parce que de toute façon j'adore les vidéos top et flop, toutes catégories confondues. Ok, alors les top flops du maquillage 2017 ou 2016 ou je ne sais quoi, non ça c'est pas mon kiff. Mais globalement j'aime quand les vidéastes que je suis font ce genre de vidéos. Par exemple les top films, top flop livres, top flop même aussi jeux vidéo. J'aime énormément ce principe parce que ça permet en fait de faire un bilan de l'année. En plus comme j'ai été absent très longtemps, ça me permettra ainsi de revenir un petit peu sur quelques lectures qui personnellement m'ont marqué. Quand on lit un bouquin, soit ça passe, soit ça casse. On préfère globalement quand on lit un livre que ça passe. Même si parfois on est un petit peu sadique et qu'on aime bien s'infliger des lectures qu'on va savoir extrêmement mauvaises. Oui, genre celui-là, oui. Globalement, on essaie quand même que la lecture soit bonne. Malheureusement, parfois ça marche pas toujours, et aujourd'hui je vais vous présenter des lectures qui, pour moi, n'ont pas fonctionné. Petit disclaimer, ce flop est un flop personnel. Ne le prenez pas personnellement si je n'ai pas aimé un de vos livres préférés qui se trouve dans ma liste. Voilà, on peut pas tous aimer les mêmes choses, et c'est pas grave, on vit dans un monde avec plein de livres différents, plein d'œuvres différentes, et chaque personne va le percevoir différemment. Donc voilà, s'il y a un livre que j'ai détesté et que vous l'adorez, ben voilà, ne me jetez pas trop de tomates, c'est pas grave, on va s'en sortir. Moi par exemple, il y a des gens qui ont détesté les livres de Victoria Schwab. Voilà, je les ai pas frappés, non, j'aurais juste enlevé quelques dents. Donc le premier roman dont je vais vous parler, c'était ma première grosse déception de l'année, enfin tellement grosse que je n'ai même pas terminé ce roman, tellement je me faisais vachement chier, en plus il y a plein d'autres qui ne vont pas. J'ai dit va te faire foutre, il y a plein d'autres livres qui m'attendent et j'en ai marre de perdre mon temps avec toi. Il s'agit de Marc et les ombres de Véronique Arros, qui est l'autrice de la saga Divergent, que j'ai moyennement apprécié, même si, contrairement à beaucoup, j'ai beaucoup aimé la fin de Harley Giant, le dernier tome. J'étais plutôt enthousiaste de lire Marc et les ombres parce que c'est de l'épique science-fiction. Et oh my shit, j'ai tellement pas aimé ce livre, je saurais même plus trop vous dire de quoi ça parle tellement c'était un peu obscur. On est dans un tome d'introduction, mais vraiment à partir de 100 pages, j'aimais pas du tout ce que je lisais. On est dans un univers qui est inutilement complexe. On est dans un univers où Véronique Arros en fait nous balance des termes en mode regardez, regarde mon univers il est trop bien, j'ai mis plein de termes super difficiles. Non, créer un univers en fantasy et en SF, ce n'est pas juste balancer des termes et tu les expliques pas. Tes termes, tu dois me les balancer et me les expliquer, ou en tout cas que j'essaie de comprendre le sens. Là, on me balançait toute une batterie de termes que j'étais mais qu'est-ce que tu me chantes? Je comprends rien. Alors, ne parlons même pas des deux personnages principaux qui sont juste imbuvables. On alterne entre leurs deux points de vue à la troisième personne, mais c'est pas du tout réussi. Là, par contre, où je peux pointer, c'est que j'ai lu une interview de l'autrice où elle expliquait qu'elle s'était en partie pour inspirer pour les dons de son héroïne, des personnes qui souffraient de douleurs chroniques. Et notamment dans cette interview ultra problématique, la personne lui demande donc vous considérez que ces personnes-là sont fortes et qu'elles ont une sorte de don, et que Véronique Arros a dit mais tout à fait. Donc voilà, selon Véronique Arros, les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, elles ont un don. Superbe. Donc voilà, je condamne fortement le problématique de ce livre, voilà, il y a sûrement d'autres personnes qui vont mieux vous l'expliquer que moi, mais globalement, c'est pas une lecture que j'ai appréciée et en plus, c'est problématique, donc middle. Alors ensuite, je vais vous faire du 2 en 1. Dans une trilogie, souvent, il y a ce qu'on appelle l'effet du deuxième tome. Qu'est-ce que l'effet du deuxième tome? C'est le tome du milieu un peu chiant, le tome de transition dans une trilogie. Parfois, ça passe crème, je peux vous donner plein d'exemples, ou parfois le tome 2 sublime le tome 1. Je peux aussi malheureusement vous donner des exemples où le tome 2 est le tome de transition un peu chiant. Alors parfois, on a le tome 2 de transition, puis après, par contre, on a un tome 3 explosif, ou parfois, on a un tome 2 de transition, ou un tome 2 qui est en tout cas vachement moins bien que le tome 1, et après le tome 3, c'est encore pire. Ici, enfin dans mon cas du moins, c'est dans la seconde catégorie. On va parler des tomes 2 et 3 de Miss Peregrine et des enfants particuliers, donc Hollow City et Library of Souls. Je les ai lus en VO. Que dire de cette grosse déception? Déjà, j'ai eu quelques gros soucis avec Hollow City. On est clairement, comme je vous l'ai dit, dans un tome 2 de transition, il y a très peu de choses qui se passent. C'est beaucoup de la redite du tome 1, et alors, comparé au tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et j'aimais bien le concept, donc vous avez beaucoup d'illustrations, enfin de photos d'archives que Ransom Riggs a été placé. Ici, j'ai commencé à trouver que le concept pointait ses limites. Il y a vraiment beaucoup de moments, comparé au tome 1 où il y avait juste quelques moments, j'étais mais qu'est-ce que ça fout là? L'inclusion de photos était ultra forcée, et c'était moins cool. La fin, par contre, relevait bien le niveau, et me donnait envie de lire le troisième, et malheureusement, Library of Souls n'a rien rempli de ses promesses. C'est clairement une fin de trilogie pour moi qui est ultra décevante. J'ai détesté ce dernier tome, les personnages sont devenus imbuvables. L'inclusion des photos qui était déjà maladroite dans le tome 2, ça devient encore pire dans le tome 3, enfin c'est clairement, regarde, j'ai des photos, il faut que je les mette, ça n'a plus aucun sens. Sinon, et les personnages commencent à agir de façon out of characters, c'est ultra long, il a fallu attendre au moins 200 pages avant que ça bouge, alors que j'ai envie de dire putain c'est un tome final. La romance c'est neuneu et cracra berk. Et
puis la fin est tellement anticlimatique. Grosse déception alors que pourtant j'avais adoré le tome 1, mais les tomes 2 et 3, c'est juste non, non et non. Donc, vraiment non, pour moi c'est une catastrophe. Alors passons ensuite à un livre où je vais sûrement me faire conspuer parce que c'est une série qui est extrêmement appréciée, mais moi ça ne l'a pas fait, mais du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Du tome 1 de La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, moi c'est l'édition de chez Folio. Si vous suivez un peu Booktube ou les blogs, genre La Passe Miroir, c'est la saga de fantasy jeunesse ultra populaire, ultra bien, qui dépasse à la croisée des mondes Harry Potter. En plus c'est une autrice qui est francophone, donc c'est encore plus cool. Et j'avais vraiment envie de laisser sa chance à La Passe Miroir, parce qu'en plus déjà, regardez cette couverture, elle est absolument magnifique. Et surtout l'univers, elle avait l'air méga cool. Et en fait c'est ça mon gros problème avec La Passe Miroir. L'univers, à mes yeux, est vraiment génial, vraiment original, mais après, l'intrigue qui tourne autour, c'est une catastrophe. Mais vraiment. En fait, j'ai vraiment aimé les 100 premières pages, contrairement à beaucoup de gens, dans La Passe Miroir, parce qu'on me montrait un univers qui était vraiment bien. On me montrait un univers qui était attirant, qui était atypique, avec cette idée de citaciel et des objets qui ont une histoire, et que justement notre héroïne Ophélie, elle peut lire l'histoire de ces objets, et elle est un peu gardienne de musée. C'était hyper intéressant. Et puis après, on sombre dans une intrigue de cours, molle du genou, avec des personnages inintéressant et un manque d'enjeu plus que flagrant. J'ai vraiment pas aimé passer les 100 premières pages. Mon très gros problème, comme je l'ai dit, ce sont les personnages. Pour moi, dans un roman, c'est super important. Tu peux avoir le meilleur univers du monde, si tes personnages ne suivent pas, ça va pas le faire. Et clairement, c'est ce que j'ai eu ici. Ophélie, c'est la meuf qui se traîne. Je demande pas à une héroïne qui soit forcément badass. J'aime énormément les héroïnes, genre qui vont arracher les couilles des mecs à main nue pour après leur faire bouffer. Je lui demande pas ça. Mais là, clairement, c'est la meuf qui est passive, qui se laisse porter par les événements, et c'est juste tellement chiant. J'avais envie de lui foutre des claques et dire, mais meuf, réveille-toi. Alors vers la fin, elle commence un peu à émerger et à se dire, ah, faudrait peut-être que je me bouge, mais... Non, c'était beaucoup trop tard, moi tu m'as perdu avant. On a ensuite le personnage de Thorn qui est l'intérêt masculin principal et mon dieu, mais vous avez quoi avec Thorn? Je n'ai pas compris pourquoi ce mec est autant un book boyfriend. Il est imbuvable, il est cliché, il est caricatural, il se joue genre je suis un connard mystérieux. Non, 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 il n'y avait aucune substance. Et même les autres personnages, genre Archibald et compagnie, j'étais ouais. LOL, non. Je m'attendais pas à une intrigue de cours en fait. J'ai rien contre les intrigues de cours, par exemple, Prince Captif est une de mes trilogies préférées et le tome 1 est clairement une intrigue de cours. J'ai beaucoup aimé le tome 2, seulement le tome 2, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le tome 2 de la série Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, pourtant c'est de l'intrigue de cours, mais là clairement c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que les personnages sont pas intéressants. En plus j'ai trouvé que ce bouquin était vachement sexiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, à part Ophélie, toutes les femmes, tous les personnages féminins, ou en tout cas les 3/4, sont présentés comme étant mauvais, des pestes. Et non, juste non, je comprends ce que c'est, je comprends ce que Christelle Dabos a essayé de faire, c'est vraiment pour montrer la pureté de l'héroïne, pour montrer que l'héroïne est un personnage absolument incroyable et que toutes les autres femmes sur le côté sont juste des connasses, mais non, tu ne crées pas un personnage comme ça en montrant que les autres sont tous pourris. Ça demande un peu plus de subtilité. Et là, non. En plus, en parlant de sexiste, il y a un vrai problème avec du point de vue du sexe et ça me pose personnellement moins un problème parce qu'on est dans un roman qui est destiné aux ados pour la base et à partir du moment où tu es dans un truc où toutes les femmes qui pratiquent une activité sexuelle sont vues comme des courtisanes ou encore pire, vraiment très mal conseillées par les autres personnages, moi ça me pose un gros problème. En plus on est dans une intrigue de mariage arrangé, donc niveau sexiste c'est encore pire. Alors je veux bien, on est plus dans un univers un peu moyenâgeux, science-fiction et même en fantasy, les trucs de mariage arrangé ça me choque pas tellement parce que on est plus, comme je vous dis, on est plus dans un univers moyenâgeux, mais là, clairement, ça tournait trop autour de ça, et pour moi, c'est hyper sexiste alors que c'est écrit par une femme. Donc ça m'a posé personnellement un problème. Est-ce que je lirai le tome 2? Certainement pas. Il y a eu un léger doute à la fin, je vous dis, je vais peut-être lire le tome 2, mais en fait, la fin est tellement anticlimatique, ça retombe tellement à plat, j'étais... Attends, tu vas me faire lire que j'ai lu un peu plus de 500 pages pour une fin aussi... non, désolé, c'est sans moi. Cette série est ultra appréciée, donc ne vous arrêtez pas à mon avis, mais moi, clairement, La Passe Miroir, ça l'a pas fait du tout. Alors, comme pour Miss Peregrine, on va passer à la déchéance. Il s'agit des tomes 4 et 5 de Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc le tome 4, Queen of Shadows, et le tome 5, Empire of Storms. Vous avez vu la taille de ces trucs, et je me les suis infligés quasiment coup sur coup. J'ai adoré
le tome 1, le tome 2 et le préquel de Throne of Glass. Mais vraiment, j'aimais beaucoup Selena, j'aimais beaucoup ce qu'on me présentait, j'aimais bien le côté thriller amoureux, je trouvais même que l'écriture de Sarah J. Maas était plutôt agréable. Même si je me rappelle bien, Throne of Glass est même dans mon top de lecture de 2015. Après, le tome 2, il y a un aspect un peu problématique et raciste. Si vous vous renseignez un peu, Sarah J. Maas est considérée comme ultra problématique. Puis il y a le tome 3 qui m'a fait un peu perdre espoir, enfin, c'est un tome de transition et on sent que la série bifurque vers autre chose. J'ai encore apprécié, même si de nouveau l'aspect problématique est super mis en avant, surtout l'aspect raciste. Mais j'ai encore apprécié le tome 3. Puis on arrive à tome 4, Queen of Shadows, et ce que je craignais d'arriver dans le tome 3 est arrivé dans le tome 4. On arrive en fait à un point, surtout avec le tome 5, que les deux séries de l'autrice sont en train de fusionner. On sent que l'autrice écrit ces deux séries en même temps, et que ce qui faisait un peu le sel et la particularité de Throne of Glass est complètement dilué. J'ai eu l'impression de relire une variation, en fait, de son autre série, A Court of Thorns and Roses, et je n'ai aimé que le tome 2 dans cette série. Le tome 4, l'héroïne est devenue insupportable. Elle est devenue odieuse, abjecte, et surtout, le pire, c'est le personnage de Rohan, inclus dans le tome 3, mais là, clairement, on rentre dans un ship ultra forcé entre notre héroïne et Rohan. C'était horrible. Je ne peux pas blairer Rohan. Il est sexiste, il est macho, il est insupportable, mais vraiment, je l'ai détesté. Et le ship entre eux est tellement forcé. Sarah J. Maas se sent forcée de nous montrer, regardez, ils sont amoureux, c'est l'amour, gna gna gna. J'étais, oh, pitié. Heureusement, il y avait encore le personnage de Manon, qui est vraiment un truc dans le tome 3 et qui est très intéressant, encore heureux. Dorian et Keol, pour moi, ils agissent de façon totalement out of characters, mais vraiment, je ne les reconnais plus par rapport au 3 premiers tomes, mais c'est même pas une idée de, ils ont changé par rapport aux événements, c'est juste que, c'est pas logique. C'est clairement l'autrice les a fait changer pour forcer son ship entre Rohan et notre héroïne. Et alors, je vous parle même pas de la fin. Hyper problématique en fait. Donc voilà, c'est problématique, les personnages sont devenus insupportables, la truc de fond est bonne mais c'est pas bien, c'est pas... Enfin en termes de personnages, je peux pas trouver ça bien, honnêtement, j'ai pas aimé. Et puis après on a Empire of Storms qui arrive à faire l'exploit et donc encore pire que le tome 4 en termes de personnages. Ici, tous les personnages sont imbuvables. Enfin si, il y a encore Manon, mais clairement là on rentre en fait dans un autre aspect problématique, on rentre dans du queerbaiting. Qu'est-ce que le queerbaiting? C'est nier en fait la sexualité d'un personnage pour forcer un ship hétéro. Tout simplement en fait quand on lit l'histoire de Manon, Manon a été élevée par des sorcières dans une ambiance mais forcément très féminine et clairement quand on lit et même la façon dont Sarah J. Maas a écrit, on a cette sensation que Manon pourrait être lesbienne, ça aurait été vachement cool. Et en fait non, l'autrice va forcer un ship entre Manon et un personnage masculin, mais c'est pas les seuls. Tous les personnages de Throne of Glass, enfin tous les personnages principaux dans ce 5e tome sont en couple quasiment et c'est ridicule. En plus de parler que c'est tous des couples hétérosexuels. C'est ridicule, c'est ridicule. Les personnages peuvent être heureux sans être en couple. T'es pas obligé que tous tes personnages soient en couple, ça ne marche pas, c'est non, c'est un grand non. Et alors, ne parlons même pas surtout des scènes de cul, parce que Throne of Glass au départ c'était du YA, puis après ça bifurque maintenant vers du new adult fantasy érotique, et j'ai déjà dit dans d'autres vidéos ou un peu ailleurs, les scènes de cul de Sarah J. Maas sont extrêmement mal foutues. Ici, on a une scène complètement absurde, où notre héroïne couche avec Rohan, et on a une scène de cul absolument magnifique où, pour parler du sexe de Rohan, Sarah J. Maas utilise l'expression que je vais vous traduire, son acier entouré de velours. Ah, je vous jure, quand j'ai lu ce Velvet Wrapped Steel, j'étais là. Pardon. What? Je ne lis pas de la fantasy pour me choper des scènes de cul nazes. Je ne lis pas de la fantasy pour me choper des chips amoureux dans tous les sens. Je ne lis pas de fantasy pour me retrouver avec des trucs problématiques, hein, comme des petites remarques transphobes, des petites remarques racistes, du queerbaiting, non, non, non. Pour moi, c'est clairement une catastrophe. En termes d'écriture, il y a vraiment, depuis le tome 4, un manque d'editing. Ça devient de moins en moins précis, de plus en plus répétitif. Genre, il grogne, il ronronne. Je dis, mais non, mais non, mais non, mais non. En plus, il y a même pas un de mes personnages préférés dedans, et ça n'a pas d'intérêt. Enfin, si, ça a un intérêt, évidemment. Ça a un intérêt d'en faire un tome en plus, hein, évidemment. Ah, j'avais oublié, non. Est-ce que je suis amer? Oui, parce que j'aimais beaucoup cette série, et clairement, là, pour moi, c'est une cata. C'est une catastrophe. Quelques éléments d'intrigue sont très bons, notamment toujours avec Manon, sauf que avec Manon, il y a eu aussi une coucouille. Mais voilà, pour moi, c'est une cata. Pour moi, Sarah J. Maas ne cesse de me décevoir. Je lirai le tome que j'ai acheté, donc Tower of Dawn, parce que ça concerne mes personnages préférés, et j'ai quand même un peu envie de voir ce qu'il va lui arriver. Un peu se calmer, légèrement. Attendez, je vous mets encore un petit peu après. Pour parler d'un livre que je pense j'étais pas le public nécessaire pour ce livre-là. Je préfère faire un petit rappel, mais chaque livre, chaque avis est subjectif. Même si je vais lire sur Sarah J. Maas, c'est subjectif. Moi, je trouve qu'il y a de gros défauts, qu'il y a même de gros défauts d'écriture,
mais c'est subjectif. Et ici, clairement, on est dans de la poésie. Donc la poésie plus subjective que la poésie, il n'y a pas moyen de trouver, ça nous touche à différents niveaux. Et clairement ici, j'ai pas été touché comme je l'aurais voulu. Il s'agit de Milk and Honey de Rupi Kaur. J'ai mis quelques post-its sur quelques poèmes que j'ai appréciés. Vous l'avez sans doute vu passer, en plus il est sorti en VF sous le titre de Lait et Miel. J'étais très déçu de ce recueil en fait. Je m'attendais à beaucoup de choses, surtout que Rupi Kaur est une artiste qui est extrêmement engagée, qui a un vécu qui est pas facile du tout. Et je reconnais totalement son engagement par rapport à ça. Je reconnais son épreuve. J'ai vu quelques interviews d'elle et je la trouve hyper fascinante. Tu sais, elle a quand même au départ auto-publié ça sur son Tumblr et après elle a auto-publié le recueil avant que ça devienne un super succès. Mais moi ça l'a pas fait en fait. Le recueil est divisé en 4 parties: The Hurting, The Loving, The Breaking, The Healing. Donc ça part d'une relation un peu destructrice. Et Rupi Kaur aborde aussi des thèmes qui sont super importants: la place de la femme, le féminisme, le rapport au corps, les violences faites envers les femmes. Et je pense que ça joue. Ça me touche pas personnellement parce que j'ai pas vécu forcément ce qu'elle a vécu. Je sais que beaucoup de jeunes femmes et même de femmes plus âgées ont été extrêmement touchées par ce recueil. Donc voilà, je pense que c'est parce que je suis pas la cible. En plus j'ai un léger problème avec la forme poétique de Rupi Kaur. Je l'ai lu en VO, hein, donc pas eu un biais de traduction. En fait, Rupi Kaur fonctionne selon une forme de vers extrêmement libre. Mais parfois j'ai eu l'impression que c'était genre une phrase, elle a écrit en entier, puis après elle a mis au hasard en fait, elle a appuyé sur la barre d'entrée pour les mettre à la ligne. Donc en fait du coup ça donne une forme qui légèrement prétentieuse tout en étant hyper simpliste parce qu'il y a peu de recherche stylistique. On va vraiment à l'essentiel et en soi pour moi c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage par exemple pour ceux pour qui pensent ah mais moi la poésie c'est pas ça du tout parce que j'aime pas me prendre la tête sur des vers, le sens, etc. C'est très simple en fait, il n'y a pas de difficulté. Donc pour moi je pense que ça peut être cool pour les personnes qui sont un peu réticentes à se lancer dans la poésie, de se dire ok je vais tenter avec ça. Pour moi c'est un point positif. Et un point négatif, moi j'adore me prendre la tête sur une poésie. Je fais partie de ces gens qui ont pris un plaisir de ouf à analyser du Charles Baudelaire. J'ai aussi lu quelques poèmes de Sylvia Plath et ça aussi c'est extrêmement compliqué à lire. J'aime bien dans une poésie pouvoir dégager le sens, saisir les métaphores, me casser un peu la tête. Ici ça m'a vraiment manqué, ça m'a vraiment beaucoup manqué et surtout j'ai trouvé que l'autrice se répétait beaucoup et balançait parfois des évidences qui sont vraiment très crasses en fait. Voilà, il y a des trucs j'avais envie de dire ah merci Captain Obvious, j'avais pas spécialement besoin de toi pour me rendre compte. Donc c'est une déception mais pas une déception amère parce que je pense que c'est clairement un recueil qui a son public. Comment je reconnais, je pense que j'étais pas du tout le public cible et surtout que la poésie c'est ultra subjectif. C'est un fail pour moi. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et je vais vous présenter malheureusement un roman qui a pas mal fonctionné ici via Booktube parce que l'autrice vient de Booktube. Donc du coup je dois être extrêmement prudent, je vais refaire un disclaimer avant, même si j'ai pu en parler avec l'autrice et qui a dit il n'y avait pas de souci, ça fait partie du jeu. Voilà, je lui ai précisé que j'avais rien contre elle du tout. Au contraire, j'aurais vraiment voulu aimer son roman. Il s'agit du Pacte d'Emma de Nin Gorman et je n'ai pas aimé ce roman, pas parce que j'ai une dent contre Nin, absolument pas. J'en ai parlé avec elle, il n'y a pas de souci. Voilà, j'apprécie au contraire beaucoup Nin, mais malheureusement le Pacte d'Emma ça l'a pas du tout fait avec moi. En fait, à mes yeux, le Pacte d'Emma a 9 ans de retard. Vous vous souvenez la vague 2009-2010 avec tous les romans de vampires qui essaient d'imiter Twilight? Ben, le Pacte d'Emma m'a fait penser à ça. C'est clairement une sorte d'hommage à ce young adulte de l'époque avec des vampires, avec peu de développement, avec plus une intrigue sur la romance paranormale que sur l'univers, etc. Si j'avais eu 9 ans de moins, j'aurais eu 14 ans, j'aurais surkiffé de ouf. 14-15 ans, j'aurais vraiment kiffé. À 23 ans, 24 en septembre, je vieillis, il m'en faut plus. Les clichés que je vois encore dans ce genre d'ouvrage, je veux plus les voir. Ou alors, en tout cas, je veux que tu les prennes, que tu les tordes. C'est une redite de ce que j'ai lu avant, et beaucoup de fois, je me suis dit « Ah, tiens, ça, j'ai vu ça dans Vampire Diaries. Ah, tiens, ça m'a fait penser à Le Secret du Vampire de H.G. Smith. Oh, tiens, Twilight. Oh, tiens... » Non, quand j'ai un roman, je veux pas jouer à ça. Je veux pas jouer au jeu de « Oh, ça je l'ai lu là, ça je l'ai vu là, ça je l'ai eu ci, ça j'ai eu ça. » Ça me pose problème. Ça me pose vraiment problème. Beaucoup disent que c'est un hommage aux œuvres qui ont inspiré l'autrice. Peut-être, mais pour moi, ça ne fait pas trop. Je veux pas lire un roman pour jouer au jeu, un shot à boire, les clichés du young adulte. Triangle amoureux, il y en a un, héroïne, alors l'héroïne Emma, je l'ai pas aimée, qui est beaucoup trop inconstante, qui est peu développée, qui clairement vire sur la Maristou et je n'aime pas les Maristou. Et la fin est assez mal amenée, c'est surprenant, oui, mais c'est mal amené. Est-ce que je lirai le tome 2? Non. Ah, par contre, ce que je reconnais, c'est l'écriture de Nin qui est ultra fluide, ultra addictive. J'aimais pas le roman, mais j'ai lu en 2 jours parce que l'écriture de Nin est très fluide, c'est vraiment pas mal écrit du tout et donc j'attends en fait Nin dans un registre plus original, avec une histoire plus personnelle que ça qui me ressemble un peu à une grosse déception. Et puis il y a un roman qui est pour moi le pire du pire de ce que j'ai pu lire cette année. Comme j'ai dit, c'est mon avis personnel. C'est un roman qui a été vraiment très apprécié, parce que c'est une autrice qui est très appréciée, mais pour moi, ça a été une grosse catastrophe. D'ailleurs, je l'ai même plus dans ma bibliothèque, il est parti chez quelqu'un d'autre, qui, je l'espère, l'aimera beaucoup plus que moi. Je pars de
A Court of Wings and Ruin, le troisième tome de la série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Mon gros problème avec ce roman, c'est l'aspect problématique. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, tome 4 et 5 de Throne of Glass, ici tout est amplifié. On a le fait, c'est sous-entendu mais c'est vraiment sale, que les personnes asexuelles sont des personnes sans âme. On a la sexualité d'un personnage qui est utilisée comme plot twist. Un personnage se révèle être bisexuel, on a la trope du bisexuel égale plan 3. On a l'idée, qui est toujours assez répugnante, hein, que un personnage couche avec des personnes de l'autre sexe pour se guérir de son attirance des personnes du même sexe. En tant que personne homosexuelle, je me suis senti hyper insultée par les clichés qui étaient véhiculés. J'ai cru que j'hallucinais en lisant ça. Vraiment, la représentation des LGBTQ+, dans ce roman, c'est une catastrophe. Je pouvais pas. J'étais vraiment en colère en lisant ce truc. J'étais abahi. Mais comment, en 2017, tu peux écrire un truc pareil? Comment un éditeur peut se dire « Ah mais c'est ok, hein, c'est ok, Sarah, tout va bien ». Non, 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 c'est pas ok. On est dans une période qui est vraiment trouble, qui est vraiment sale, où la représentation et la diversité, c'est super important. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des trucs pareils dans un bouquin publié. J'étais outré. Même encore parler, ça m'ulcère. C'est non, non, je veux pas voir ça. Certains renomment cette série en A Court of Whites and Racism, et clairement c'est tout à fait ça. On est de nouveau dans ils sont blancs, ils sont beaux, gna gna gna, c'est mal foutu. C'est une horreur. Le bouquin fait 700 pages et je m'en suis fait chier pendant les 2 tiers. C'était une horreur. L'intrigue prend un temps de dingue à se mettre en place. Clairement, on est à la rame, hein. Là, on est sur un putain de canoë et on rame dans une mer déchaînée, hein. C'est d'un lent, mais c'est d'un lent. Je dis, mais meuf, mais accélère, fais quelque chose. Non, non, non. Fairy Sound qui sont devenus insupportables, mais vraiment, ils devenaient ridicules, quoi. Ridicule. Parlons aussi encore du style. Comme je l'ai dit, depuis le tome 4, il y a un vrai manque dans le style et ici, c'est flagrant. Il y a un manque d'editing en fait. J'ai l'impression que l'éditeur il dit à Sarah J. Maas, vas-y donne-moi vite ça, de toute façon t'as tellement de fans. Et c'est vrai, Sarah J. Maas est ultra populaire. Vas-y donne-les-moi vite, de toute façon les fans ils regarderont pas. Mais non, c'est important d'avoir un editing. J'ai pas envie d'avoir tout le temps la répétition du mot mate. Je pense qu'elle le répète au moins, si elle répète pas 50 fois, elle le répète au moins 100 fois. C'est une horreur. Ils rugissent. Les scènes de sexe sont toujours aussi nulles et répétitives. Et non, 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 non. Alors oui, à partir de la 3e partie, vers la page 500 sur 700, ça devient un poil mieux. Même si la fin, c'est un rip-off du 1er tome. Il y a un événement qui arrive à la fin du 3e tome, on se dit, attends, mais tu l'as déjà fait dans le tome 1, tu te fous de ma gueule ou quoi? Pour moi, c'est une vraie catastrophe. Je lirai pas la suite de cette série, clairement pas, parce qu'elle va allonger, au début ça va être une trilogie, mais là, elle allonge avec des tomes spin-off et des machins, et non, je peux plus. Je peux plus honnêtement soutenir Sarah J. Maas. Je lirai Tower of Dawn parce que ça traite d'un de mes personnages préférés dans Throne of Glass, mais je peux pas. Je peux pas, honnêtement, en mon intégrité, soutenir une autrice aussi problématique. Soutenir des livres qui ne cessent, pour moi, à mes yeux, de perdre de qualité. Je peux pas. Non, non, non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je répète que ce sont mes avis à moi, que si Sarah J. Maas est votre autrice préférée, ben c'est tant mieux pour vous, hein, c'est vraiment tant mieux pour vous. On n'est pas obligé de tout aimer. Voilà, comme je vous le dis, Victoria Schwab c'est mon autrice préférée, mais il y a des gens qui l'aiment pas du tout et ben, c'est pas très grave. Hein. Il y a d'autres livres qui plairont et parfois on peut avoir des livres en commun qu'on aime ou qu'on déteste. Voilà, c'est pas grave. C'était mon flop de l'année. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour mes, par contre, meilleure lecture de 2017. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Ciao!